National, à sa stratégie jusque-là, jusqu'au score historique de dimanche soir. Et puis à venir, avec moi en plateau ce soir, Frédéric David, qui est directeur général adjoint de l'IFOP. Également Magali Ballan, qui est chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques, mais aussi à la Fondation Robert Schuman et maître de conférence à Sciences Po. Auteur aussi du livre Le Monde selon Marine. J'ai le plaisir aussi de recevoir Alexis Corbière, qui est secrétaire national du Parti de gauche, et l'auteur du livre Le Parti de l'étranger, Marine Le Pen contre l'histoire républicaine de la France. Puis nous avions à l'instant Florian Philippot en plateau, qui nous a quittés, qui est remplacé maintenant par Caroline Fourest, qui est l'auteur de Marine Le Pen démasquée. Merci beaucoup de nous rejoindre. Donc on va vous donner la parole à l'instant. On entendait Florian Philippot expliquer que le Front National n'est plus finalement un parti de gauche ni de droite, mais un parti qui veut représenter la France. Le ni droite ni gauche, c'est un vieux slogan qu'avait remis au goût du jour Samuel Maréchal, le gendre de Jean-Marie Le Pen, ex-gendre, qui venait de l'histoire doriotiste, c'est-à-dire quand même la frange de la France qui a collaboré, et que le Front National a repris et remis au goût du jour. Mais c'est tellement peu vrai. Alors ce qui est vrai, c'est qu'il y a une filière effectivement avec la France doriotiste et collaborationniste, mais il y a peu de filières avec un parti qui serait réellement ni droite ni gauche, puisque le pari de Marine Le Pen, c'est de faire imploser la droite et de la faire se recomposer autour d'elle. Et que les thématiques de nationalisme et d'ethno-nationalisme, c'est-à-dire la préférence nationale avec un sous-entendu de préférence et de domination culturelle, c'est évidemment ancré à droite de la droite. On a parlé beaucoup de la France, mais bien sûr, Magali Ballan, c'est un phénomène qu'on voit un petit peu partout en Europe maintenant, la montée de l'extrême droite. Il y a les particularités, bien sûr, françaises. On en a parlé ce soir avec le Front National, son histoire particulière, une espèce de nostalgie aussi française. Mais c'est un phénomène que nous observons un petit peu partout en Europe, cette montée des partis islamophobes, concentrés sur l'immigration et sur l'identité. Tout à fait. Depuis quelques années déjà, et à chaque fois, finalement, le point de convergence de tous ces partis, c'est pas encore une fois l'économie, les questions économiques, puisque pour le coup, sur ces sujets, ils sont pas toujours d'accord. Alors qu'en revanche, ce qui les rapproche tous, c'est cette dimension encore une fois identitaire et cette nostalgie effectivement de la nation qui est dans leur discours toujours menacée, censée être menacée par, en effet, l'Union européenne, la mondialisation, l'islam, bien entendu. Et donc, autrement dit, c'est toujours ce souhait de revenir à la préservation identitaire de la nation, donc, autrement dit, en rétablissant les frontières, en restaurant effectivement la souveraineté nationale et notamment le pouvoir de l'État, pour justement se prémunir de ce danger extérieur que sont ces institutions supranationales et également l'islam, bien sûr. Et on a vu cette espèce de glissement aussi, Alexis Corbière. On ne parle plus tellement franchement de l'islam ou d'antisémisme affiché. On parle d'identité. Il y a eu un changement de langage aussi qui s'est opéré partout. On a vu un petit peu en Europe au sein de ces partis qui leur permet aussi de réussir. L'extrême droite fait un jeu sémantique très important, on l'a bien vu, c'est plus je déteste les étrangers, je préfère les Français, bon, tout ça on connaît. Moi je voudrais réagir sur ce que vous disiez. Moi je considère qu'il y a un vrai sujet sur celui de la souveraineté nationale, c'est où se prennent les décisions, où est le contrôle démocratique de la nation sur les décisions qui nous engagent tous. Et le problème, c'est pas l'objet de cette émission, mais la construction libérale de l'Europe fait que bien souvent, à juste raison, beaucoup de gens se sentent dépossédés, beaucoup de décisions qui sont prises ne sont plus sous le contrôle de notre Parlement. Là il y a quelque chose qui ne peut pas être porté seulement par l'extrême droite. Mais quelque chose qui intéresse aussi la gauche. Voilà, et qui je ne crois pas. Et après, là où aujourd'hui, il faut le dire clairement, l'extrême droite, à l'échelle de l'Europe et en France, c'est sur l'islam, a une obsession en considérant qu'aujourd'hui, notre identité, comme vous dites, utilise bien souvent le fait que le mot laïcité a été galvaudé pour, on l'a vu avec Marine Le Pen, utiliser ce terme pour en vérité ne dire qu'une chose. Il y a un problème dans ce pays, c'est la présence, non pas d'étrangers, j'ai envie de dire, mais de musulmans. Et je crois que le Front de gauche, l'honneur que Jean-Luc Mélenchon a à cette campagne, c'est de défendre à tout moment. Il faut défendre la laïcité, sans concession, ça c'est sûr. Pas de financement public des religions. Mais à l'inverse, il n'y a pas de problème avec l'islam. Nos concitoyens de confession musulmane sont des républicains. Et il y a peut-être une minorité de gens auxquels il faut rappeler à l'ordre, si je puis dire. Mais le problème de notre pays n'est pas la présence de concitoyens musulmans. Mais c'est ce sujet-là. Mais de grâce, ne laissons pas la bataille de défendre la souveraineté populaire, qui est la base de toute vie républicaine, seulement entre les mains de l'extrême droite pour donner l'impression que ce serait que elle qui défendrait ce thème-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais quand même, c'est
que la particularité de l'extrême droite française, et donc du Front National en particulier, c'est que la souveraineté nationale n'est qu'un outil pour une fin qui est celle de la préservation identitaire. On est d'accord. Et à ce titre, la souveraineté nationale en tant que telle n'est pas le but ultime de cette politique. Au même titre que la restauration de la défense nationale, au même titre que d'autres outils, sachant que l'objectif ultime, c'est vraiment la survie identitaire de cette nation supposée menacée. Frédéric Dabi, cette question identitaire, donc c'est vrai que l'histoire de la question de la souveraineté, par exemple, qui intéresse autant la gauche, c'est pourtant la droite qui a réussi à se faire entendre. Oui, alors c'est vrai que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on regarde ces questions, c'est vrai qu'elles ne sont pas majeures par rapport aux questions économiques et sociales. Marine Le Pen a réussi à mettre le débat autour d'elle au moment du débat sur la laïcité voulu par l'UMP, mais on a vraiment vu dans l'opinion publique le sentiment lorsque... par exemple, le gouvernement mettait en avant des thématiques sociétales, débat sur la nationalité, débat sur la laïcité, un sentiment de tromperie. Sur le mode, ce n'est pas des thèmes qui nous intéressent, vous cachez la réalité. C'est encore plus vrai au moment de l'imposition de thématiques environnementales. Souvenez-vous le sommet de Copenhague que les Français ont vu comme un stop-and-ag. Arrêtez de nous parler d'environnement, parlez-nous d'économie et de social, parlez-nous du pouvoir d'achat. Ce qui est vrai quand même, et là c'est une des forces du Front National, on a parlé, est-ce que le clivage gauche-droite existe toujours? Je pense que oui. On pourra dire des années Sarkozy qu'elles auront réactivé très fortement le clivage gauche-droite. Il n'y a qu'à voir comment sa popularité a été extrêmement clivée, qu'il a été extrêmement bas dès le début de son mandat auprès des sympathisants de gauche. Mais un autre clivage, il y a une autre ligne de fracture qui sépare l'opinion publique, c'est le clivage que j'appelle le clivage gros-petit. C'est-à-dire le clivage qui est très fondé par le sentiment d'injustice. C'est toujours les gros qui en profitent. Le gros, c'est le restaurateur qui bénéficie de la TVA à 19,6%, d'une TVA plus faible. C'est le riche qui bénéficie du bouclier fiscal. C'est la grosse entreprise par rapport à la petite. Et ça, cette défense des petits, et vous en parliez, c'est pas nouveau du côté du Front National. Jean-Marie Le Pen, dans son discours du 21 avril 2002, en avait fortement parlé. Ça aide le Front National et ça explique aussi sa forte popularité et sa forte audience dans les milieux très populaires, même s'il faut le dire, Jean-Luc Mélenchon, pendant sa campagne, a fortement progressé dans les milieux populaires. Caroline Forest, pour vous, qu'est-ce qui explique que 6,5 millions d'électeurs français ont choisi le Front National cette fois-ci? Mais tout explique le score du Front National. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle n'ait pris que 900 000 voix par rapport à son père. Il faut quand même se rendre compte qu'elle avait absolument tout pour la porter. Une crise économique et sociale sans précédent, donc c'est facile pour elle d'incarner la revanche sociale dans ce contexte-là, et notamment des exclus, notamment de ceux qui trouvent que l'ascenseur social est en panne, puisque le Front National est le seul parti qui a l'air de ne jamais avoir participé à la vie démocratique et politique, même si c'est pas vrai, même s'ils ont eu des députés et des maires. Tout le monde l'a un peu oublié, donc ils peuvent incarner un peu les mains propres. Ils incarnent aussi la revanche identitaire. Et moi, je ne pense pas qu'il faille opposer ces deux types de thèmes, parce qu'en fait, dans le cœur des Français, et comme de tous citoyens, ils occupent des espaces différents et toujours très vibrants. Et donc, sur la revanche identitaire, elle n'a rien besoin de dire. Son père a tout dit avant elle. Tout ce qui était affreux, tout ce qui était indicible a été dit par son père. Elle n'a eu qu'à venir avec un visage un peu frais, plus féminin, plus rajeuni, à éviter de faire des gaffes. Et elle récoltait à la fois ceux qui veulent vraiment, parce qu'ils veulent la domination culturelle, et notamment la domination catholique et blanche, et ceux qui, sincèrement, pensent que ça n'est plus un parti raciste et que donc ils peuvent voter pour, tout en se sentant plus chez nous, plus chez eux, comme ils disent, en votant pour. Donc franchement, tout était là pour la porter. Elle a gagné 900 000 voix par rapport à son père. C'est un demi-succès. Elle n'est pas au second tour. Et à un moment donné, faut quand même vous rappeler, enfin, il faut se rappeler qu'on a eu aussi quand même le meurtre de Mohamed Merah. C'est pas rien. Dans un pays, un fanatique qui tue à bout touchant des militaires et des enfants et des gens dans une école juive. Le paradoxe, c'est que le Front National ramasse sur les deux tableaux. Il ramasse ceux qui sont horrifiés par cette affaire et il fait oublier que lui-même, dans son programme la dernière fois, en 2007, expliquait que les Français de culture musulmane qui s'engageaient dans l'armée française étaient un peu de mauvaise qualité. Donc vraiment, il a le beau rôle. Mais moi, je crois qu'en même temps, je partage sur le fait qu'est-ce qui se passe? C'est surtout la crise de la droite, j'insiste sur cette dimension qui est là, et dans lequel le Front National arrive en position de force, même si le succès électoral n'est pas aussi significatif que ce qu'il aurait pu être. Je pense notamment que le travail qu'a fait le Front de gauche en direction d'abstentionnistes, de réexpliquer que la crise, et ça n'était pas l'immigration qui était responsable de la crise, tel que le disait Marine Le Pen, mais aussi Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, etc., il faudra toujours que la droite regarde ses responsabilités, fait que bon, là, il y a de quoi quand même être fier, mais il y a une difficulté qui est face à nous, et j'insiste sur le fait que
le Front National désormais a perdu, si Nicolas Sarkozy est battu, ce que je crois être le cas et je l'espère du moins, son meilleur agent électoral. Et là, on va rentrer dans une période où il y a un nouveau cycle politique qui commence. On l'a vu, M. Philippot, lui, est toujours dans l'ambiguïté, mais je pense à Louis Alliot, vice-président du FN. J'ai vu Gilbert Collard à la télévision. Il s'adresse désormais à la droite et ils veulent être un élément de recomposition de la droite. Et je crois qu'il va avoir, le Front National, des difficultés aussi dans la période qui vient pour se positionner. Ça, c'est intéressant. Le clivage droite-gauche, pour qu'il existe, il faut aussi, donc la droite, on va voir comment elle évolue, et qu'à gauche, la gauche parle la langue de la gauche, ce qui était un peu abandonné. J'ai envie de dire que si Jean-Luc Mélenchon n'avait pas été un acteur majeur de cette élection, elle aurait peut-être eu un visage différent. Désormais, à plus de 10%, il y a une gauche qui parle clair. Donc c'est passionnant ce qui va avoir lieu. Et je crois que le Front de gauche, lui, va être, on l'a vu, en position dynamique, qui va faire que les choses vont peut-être pas se passer comme certains le voudraient. On a parlé donc de jusque-là, mais c'est vrai que pour la suite, Frédéric Dabi, une des choses qui est intéressante, c'est de cette ambition affichée du Front National de participer à une reconstruction de la droite, de devenir le parti d'opposition. Ce qui voudra dire la construction tout de même d'une politique, d'un vrai rassemblement. À l'italienne. C'est vrai que, bon, on verra ce qui se passera le 6 mai prochain. Il y a, dans l'hypothèse où Nicolas Sarkozy serait battu, il y aura derrière des élections législatives qui vont sûrement laminer l'UMP, un petit peu comme ce qui s'était passé pour la gauche en 93 ou la Chambre rose de 1980. Et il ne manquera pas d'y avoir des très fortes rivalités à droite au sein de l'UMP. On voit déjà des choses qui sortent. Et puis, des choses un petit peu sur quelle stratégie adopter en termes d'alliance. Il y a quand même une droite populaire, une droite humaniste. Il y a François Bayrou qui veut recomposer les centres. Attendons de voir. En 81, après cette défaite historique, on promettait l'implosion de la droite. Elle n'a pas eu lieu autant que ça. Là, ça risquerait, dans l'hypothèse toujours où Nicolas Sarkozy est battu le 6 mai prochain, il peut y avoir des recompositions très fortes, mais c'est peut-être les élections législatives qui donneront le là, vague rose ou bien sursaut de la droite, ce qui est quand même peu probable. En 81, l'extrême droite n'existait pas. Jean-Marie Le Pen n'était pas un acteur politique. Il y avait des familles de droite qui se déchiraient. Caroline Forest, vous le disiez à l'instant, elle a su récolter, grâce à son père, l'électorat, le noyau dur de ceux qui soutiennent le Front National. Elle a su attirer, grâce beaucoup à la stratégie de Florian Philippot qu'on recevait à l'instant, une autre partie de la droite souverainiste. Il faudra à l'avenir réussir à rassembler tout le monde et s'afficher comme étant soit un parti clairement anti-immigration, soit un parti qui est autre chose. Oui, alors avec toutes les contradictions qu'il y a dans cet assemblage et qui vont finir par se voir, parce que quand même, le parti qui dit aujourd'hui défendre la laïcité est le parti qui a le plus combattu la laïcité dans ce pays. Alors autant, effectivement, il y a un consensus à droite et à gauche pour défendre la laïcité, autant le Front National héberge toujours en son sein des intégristes catholiques qui l'ont combattu pendant des années. Donc ceux-là, on les voit moins aujourd'hui, mais enfin, ils sont toujours là. Il y a au sein du Front National deux tendances qui s'affrontent, ceux qui pensent que tout est la faute aux juifs et ceux qui pensent que tout est la faute aux arabes et maintenant aux musulmans. Bon, ils sont jamais d'accord en même temps, évidemment, ils passent de l'un à l'autre tout le temps. Aujourd'hui, il est forcément plus porteur dans le contexte de montée de l'islamisme, avec ce qui se passe au niveau international, avec ce qui s'est passé encore une fois à Toulouse et à Montauban avec ce drame et ces meurtres, de mettre en avant le discours plutôt anti-islam. Et certains Français de bonne foi pensent que c'est un discours laïque et ne voient pas ou feignent de ne pas voir que derrière c'est un discours identitaire de revanche. Mais dès qu'on coince un peu Marine Le Pen, notamment sur les questions des droits des femmes, parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir à tout prix défendre la laïcité? C'est qu'on ne veut pas voir les droits des femmes reculer à cause de la montée des intégrismes. Or, le Front National, Marine Le Pen est une femme libre et elle affiche une image qui peut rassurer, mais défend une politique nataliste où les femmes françaises ont intérêt à faire beaucoup d'enfants, parce que s'il faut se passer de l'immigration et payer nos retraites en même temps, les femmes françaises ont intérêt à faire beaucoup plus d'enfants qu'aujourd'hui. Et on l'a vu pendant la campagne, le Front de gauche a mis le doigt dessus et a eu raison. L'expression IVG de confort, tout ça a laissé des traces. Et d'ailleurs, elle veut limiter l'IVG uniquement. C'est une politique nataliste, vichiste sur la famille dans son pur jus. Elle y a juste ajouté une dose d'État fort, et même dans son cas, quand on connaît un peu le tempérament de Marine Le Pen, d'État autoritaire, qui rappelle pas là aussi les plus belles heures de l'extrême droite, parce que l'extrême droite qui veut à la fois la revanche identitaire, la politique familiale vichiste et un État fort et autoritaire, c'est celle des années 30. Alors moi, j'aurais tendance à penser là-dessus qu'il faut arrêter de lire le discours du Front National avec justement ce qui s'est passé, toujours en référence, notamment à Vichy, comme vous le faites, ou bien même à la période de la colonisation, la décolonisation. J'aurais tendance effectivement à prendre beaucoup plus au sérieux que ce qui est fait aujourd'hui, cette stratégie de dédiabolisation, cette stratégie de modération du discours. Et je crois que finalement, cet électorat radical qui était celui au départ du Front National dans les années 70,
a quand même en partie déserté le Front Non, National. mais il y a une différence entre l'électorat, et les théoriciens et les cadres du Front National. Aujourd'hui, il y a toute une nouvelle génération de cadres, pas très nombreuses d'ailleurs, on l'a pas beaucoup dit, mais c'est un parti qui fonctionne avec très peu de cadres. Hein. C'est toute une petite boutique, une boutique familiale. Mais il y a parmi les théoriciens la vieille garde, qui est tout à fait dans cette tradition historique que je venais de décrire. Je suis d'accord qu'elle se voit Est-ce que moins. je peux dire un mot là-dessus? Mais Elle ne elle est peut là. se permettre de faire de la dédiabolisation que parce qu'elle s'appelle Le Pen. Et comme l'a très bien dit Caroline Fourest, il y a un message subliminal. Même si elle dit « j'ai changé », tout le monde entend qu'elle est la fille de son père. Cet homme qui a marqué, moi je le crois, c'est d'ailleurs ça, elle aurait un autre nom de famille, d'ailleurs elle n'aurait jamais été présidente du Front National. Donc ne perdez pas cette vue qu'il y a un deuxième niveau de compréhension quand même de beaucoup de gens qui savent bien que même si elle adoucit le vocabulaire, elle reste celle qui est la fille de son père. Sans quoi, c'est pas compréhensible. C'est du FN modéré, comme ailleurs dans d'autres pays, vous avez de l'islamisme modéré, évidemment. Si on compare le Front National au skinhead, ou vous avez raison, aux plus sombres pages de l'histoire, c'est un parti extrêmement rassurant. Tout le monde est en costard-cravate, tout le monde est pour la démocratie, contre le système, c'est-à-dire contre la démocratie avec un scrutin majoritaire à 2 tours, parce que ça les sert pas assez. Mais tant que la démocratie leur permet de progresser, ils sont pour. Le jour où ils sont au pouvoir, c'est une autre histoire. L'islamisme modéré, c'est pareil. C'est des gens qui, comparés à des salafistes djihadistes, ont l'air extrêmement modérés, ils sont en costume cravate et ils gagnent les élections, tant mieux pour eux. Et c'est un vrai défi démocratique, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on a un parti du Front National on a de la chance, on a une extrême droite qui n'est pas 60% comme en Égypte ou comme à 40% comme en Tunisie, on a une extrême droite qui n'est qu'à 18%, mais ça reste un défi démocratique, parce que tous ceux qui s'opposent à ce parti-là, avec les armes de la démocratie, combattent par la liberté d'opinion, par la liberté de presse et d'expression, sont immédiatement renvoyés au fait d'appartenir à une caste, à une élite qui défend le système. C'est ça le refrain du Front National. Et ils se victimisent quand vous posez des questions simplement, par exemple, de journalistes, alors qu'en coulisses, ils ont des méthodes d'intimidation. Je peux vous dire que quand des cadres du Front National se livrent à laisser penser que, par exemple, ils vont m'emmener en forêt pour me faire passer le goût de parler du Front National avec des cagoules, ça a été rapporté par une confrère, ça a même été enregistré. Bon, voilà ce que c'est qu'aussi le double discours du Front National. Et pourtant, dans l'espace démocratique, on doit faire comme si c'était des gens extrêmement polis. Sur ce, malheureusement, on va devoir s'arrêter puisque c'est la fin de notre débat. Merci beaucoup à mes invités d'avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir pour un nouveau débat sur France 24.